Eh bien bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universelle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, ni un danger pour les autres espèces. Donc on a réglé tous ces problèmes psychologiques. Et enfin, la fusion avec le principe créateur, à travers les états de conscience absolue, subliminaux, on pourrait dire. Euh, L'extase, le nirvana, l'éveil, voilà. Peu importe comment on appelle ces états-là. Alors, pour démontrer un peu cette théorie, des fois je m'appuie sur des émissions de radio, la plupart du temps sur France Culture, même des émissions anciennes. Là, par exemple, c'est le cas, sur une série qui était consacrée au phénomène Husserl. Dans les chemins de la philosophie, c'était une émission de France Culture qui a été remplacée par avec philosophie ou en philosophie, je ne me souviens plus le nom aujourd'hui, mais qui est un équivalent. Hein. Alors, on va reprendre la lecture, c'était l'épisode 4, je crois. De cette série, c'était en 4 épisodes. La plupart du temps, c'était comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sur 4 jours. Le vendredi, c'était consacré à autre chose. Voilà. Alors, on y va. On lance la lecture. Le front pour qu'on puisse avoir, pour que je puisse faire mes devoirs à l'école. Alors. Parce qu'à la maison, personne ne pouvait m'aider pour faire mes devoirs. Non, alors c'est pas ça. Entrons de plein pied dans la méthode husserlienne. C'est Lévinas qui va nous y aider dans cette archive du 4 mai 1957. Emmanuel Lévinas, qui a été l'élève de Husserl de 1928 à 1929 et qui prend l'image d'un canif pour qualifier la méthode de Husserl. C'était à Strasbourg pendant son voyage. Après le dîner, Husserl racontait, c'était en 1929. Il a raconté une anecdote de son enfance, de sa jeunesse. On lui avait acheté, quand il était enfant, un canif. Il avait trouvé que ce canif ne coupait pas assez bien. Il l'a donc aiguisé. Et après, il avait essayé, il a trouvé encore que le canif ne coupait pas assez bien. Et peu à peu, en repassant le canif tout entier a disparu. À force de l'aiguiser. C'est le symbole d'une méthodologie qui a été excessive. Est-ce le danger de toute pensée qui est une entreprise dangereuse car elle se dévore? Alors de quoi le canif est-il le symbole dans cet extrait, Julien Farge? Du monde ou de la méthode? Je dirais plutôt de la méthode. C'est la première interprétation, d'ailleurs celle que donne ici Lévinas, en la renvoyant à la pratique de la philosophie elle-même. Aiguiser ce canif jusqu'à ce que la lame disparaisse, qui est un geste en un sens absurde. Enfin, le but n'était pas de faire disparaître la lame, mais aiguiser le canif, c'est évidemment l'image, me semble-t-il, enfin l'image la plus évidente, c'est celle du philosophe Husserl aiguisant ses concepts descriptif, parce que je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. La phénoménologie est pour lui une entreprise descriptive et elle accomplit sa tâche lorsqu'elle rend compte descriptivement de la manière la plus fidèle et la plus rigoureuse qui soit de ce qui se donne à vivre dans nos expériences les plus courantes. Alors, vous l'avez prononcé, phénoménologie. Le discours, la science du phénomène, c'est comme ça qu'il faut le comprendre étymologiquement? Oui, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en insistant tantôt, si on veut, pour expliquer ce terme, soit sur la première partie, phénoménologie, donc de quel phénomène s'agit-il, soit sur la logie, c'est-à-dire de quel type de pratique théorique s'agit-il en ce qui concerne ces phénomènes. Il invente le terme? Non, alors il n'invente pas le terme. Le terme a une histoire qui est bien connue, qui commence par déjà. qu'on découvre chez un philosophe allemand
qui s'appelle Lambert. Bon, Kant le reprend dans un de ses ouvrages. Hegel est l'auteur d'une phénoménologie de l'esprit, ouvrage dans lequel le terme de phénoménologie reçoit un sens tout à fait défini, qui n'est pas celui que retient Husserl. D'une certaine manière, Husserl reprend un terme qui le précède, mais en lui donnant un sens renouvelé. Je pense qu'une des meilleures manières d'entrer dans ce programme, c'est de revenir sur cet élément de descriptivité que je viens d'évoquer. Il s'agit pour Husserl de... Descriptivité, voilà, c'est des termes comme ça, alors que c'est l'art de faire une description, je suppose. Mais quand on ne manipule pas correctement tout ce vocabulaire, c'est très compliqué de bien être pénétré par cette pensée. Et c'est là où peut-être la philosophie aurait intérêt à écarter un petit peu les explications, donner plusieurs termes pour que tout le monde puisse vraiment décrire comprendre. Et non pas de construire. Il s'agit en quelque sorte de rendre compte de ce que nous vivons plutôt que d'échafauder ou d'élaborer des constructions théoriques, conceptuelles ou systématiques. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est que s'agit-il de décrire? Et évidemment, ici tombe une formule bien célèbre qui est devenue, comme vous le savez peut-être, la maxime, la devise de tout le mouvement phénoménologique, le fameux retour aux choses mêmes. Husserl dit « Nous voulons, nous phénoménologues, revenir aux choses mêmes ». Donc comprendre ce que c'est que la phénoménologie pour Husserl, c'est comprendre ce que signifie cette maxime « retour aux choses mêmes ». Et ici, des contresens nous guettent malheureusement, parce que les choses mêmes, ce ne sont évidemment pas... Enfin, évidemment, ce ne sont pas les choses qui sont autour de nous, ce que nous appelons les choses dans notre expérience courante. Revenir aux choses mêmes, c'est plutôt revenir à cette expérience, aux différentes formes de notre expérience dans lesquelles se joue, se constitue, se construit, s'élabore notre rapport aux choses, notre rapport au monde. Donc les choses elles-mêmes, c'est en fait le rapport que j'entretiens avec ces choses. Exactement. C'est un rapport. Les choses mêmes, alors c'est un rapport, c'est-à-dire que les choses mêmes ne sont donc pas les choses, c'est plutôt, pour être précis, les choses mêmes, c'est ce que Husserl appelle les vécus. C'est-à-dire en gros, toutes mes expériences, toutes les formes fondamentales d'expérience dans lesquelles se noue mon rapport à ce que j'appelle les choses, les autres, le monde, les théories, les objets, les nombres, les œuvres d'art, bref, tout ce que nous appelons du terme générique choses, en quelque sorte, eh bien nous entrons en rapport, ou en quelque sorte elles prennent, ces choses, leur consistance propre pour nous dans une expérience que nous avons avec elles, dans le rapport d'expérience que nous avons avec elles, et ces phénomènes que la phénoménologie veut décrire, ce sont les vécus dans lesquels, à travers lesquels, dans l'espace desquels, moyennant lesquels, en quelque sorte, apparaissent pour nous ce que nous appelons les choses, les objets du monde, le monde lui-même, comme nous en parlerons tout à l'heure. Alors, voilà, donc on peut voir que ça entraîne l'idée que notre relation aux choses, elle fluctue, elle peut être différente en fonction de notre état d'esprit. Par exemple, si je me promène dans la montagne, si je suis dans un état de contemplation, j'aurai la nature devant moi aura un aspect ou une vision bien précise, particulière. Si j'ai mal quelque part, si j'ai une douleur, le fait que mon esprit se focalise sur la douleur, la nature aura une relation un peu différente. Si je suis dans un état de crainte, la nature peut me donner un sentiment de crainte, etc., etc. Et donc, cette vision extérieure peut être subjective. Comment va-t-il gérer ça ? Quelle différence avec l'importance que Kant accorde à l'expérience pour la constitution de la connaissance, par exemple ? Alors, si ce n'est que pour Kant, on n'avait jamais accès aux choses elles-mêmes. Ça, c'est très important. Oui, alors c'est pour ça que... Alors, si on n'a jamais accès aux choses elles-mêmes, ça dépend
ce qu'on appelle par accès aux choses et les choses elles-mêmes. Évidemment, si ces choses en elles-mêmes, ces choses elles-mêmes, c'est le divin qui les occupe, qui les constitue, c'est-à-dire la forme immatérielle des choses qu'on voit. On voit la nature, on voit des arbres, etc. Et on sait que c'est constitué de particules élémentaires qui sont immatérielles au fond. Cette chose-là, cette immatérialité, on n'y a pas accès, évidemment. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que les chercheurs qui vont faire exploser les particules élémentaires de tel arbre qui pourraient arriver à accéder à ces choses en elles-mêmes. Mais on peut être au contact de ce divin qui constitue toutes les choses. Cet arbre, l'air, le ciel, l'herbe, le chemin, les cailloux, la route, je ne sais pas, quand on est à l'extérieur. Et pour être au contact de ces choses elles-mêmes, c'est possible, mais à mon sens, à travers l'extase. Voilà où n'est peut-être pas allé Kant, en fait, en avant. Je ne sais pas s'il a parlé de ça, mais en tout cas, l'extase, à mon sens, c'est ce qui permet d'atteindre les choses en elles-mêmes, la chose en elle-même, l'essence de la chose, le divin qui constitue tout ce qui est devant nous. Vous avez raison, derrière le terme de phénoménologie, il ne faut pas entendre la validation de la différence kantienne entre phénomène et chose en soi, mais plutôt justement son annulation. Les phénomènes dont nous entreprenons la description, ce sont les vécus grâce auxquels ou à travers lesquels nous sommes en relation avec les choses mêmes. Voilà, le phénomène, c'est pas ce à quoi nous avons accès, sachant qu'il y a certaines choses auxquelles nous n'avons pas accès. Le phénomène, c'est le rapport que j'entretiens avec la chose elle-même. Exactement. Et en un sens, il faut donc comprendre que le mot phénomène ici doit être pris au son sens d'apparition et non pas en son sens d'apparence. C'est une ambiguïté bien connue, mais qui ici joue à plein. C'est-à-dire que l'apparence et l'apparition. Que telle ou telle chose, que telle ou telle réalité du monde m'apparaissent dans une expérience, m'apparaissent au sein d'un vécu, ne veut pas dire qu'elles m'apparaissent de manière tronquée, partielle, falsifiée. Au contraire, c'est la chose elle-même dont j'ai l'expérience, c'est la chose elle-même avec laquelle j'entre en rapport, et c'est ce rapport qu'il s'agit de décrire. Voilà. Donc, on voit que derrière la formule « retour aux choses mêmes », il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus complexe, c'est le retour au vécu. Et ces vécus sont des vécus qui sont rapport aux choses, et c'est un point que je voudrais souligner, oui. Parce que Husserl utilise ici un terme tout à fait essentiel pour désigner ce rapport. Il parle d'intentionnalité. Nos vécus sont intentionnels, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un rapport à l'objet, et c'est précisément parce que nos vécus sont intentionnels, parce que notre conscience est, de part en part, rapport à un objet. On dit notre conscience est toujours conscience de quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est la formule. Toute conscience, dit Husserl, est conscience de quelque chose. Et cette formule définit ce qu'il appelle l'intentionnalité de la conscience, ou plutôt nous donne les moyens de définir la conscience par l'intentionnalité, c'est-à-dire par le rapport à l'objet. Et alors, l'intentionnalité, c'est là où, à mon sens, on peut distinguer correctement l'état particulier d'extase et l'état ordinaire de l'existence, de la conscience. La conscience peut être dans deux positions radicalement différentes et qui ne peuvent pas se chevaucher. On ne peut pas être en même temps dans l'un et dans l'autre. On peut être que dans l'un ou dans l'autre. Dans la conscience ordinaire, il y a l'intentionnalité, c'est-à-dire que mon regard va vers l'objet et en fait, il a l'intention de voir. Il est motivé par une intention. Et donc, il voit
une apparence des choses. Il voit, même si l'apparence, elle peut avancer vraiment dans la profondeur de l'être humain ou de la chose qu'on voit. Par exemple, si je regarde quelqu'un, je peux voir que son apparence de façon physique. Voilà, je vois son corps. Et puis je peux voir son intention, son degré d'empathie, son degré à travers son regard, etc. Et puis je peux aller voir sa psychologie, je peux aller voir encore un peu plus en profondeur. Et puis je peux aller voir son état d'âme, en somme. Donc je peux avancer dans la profondeur de l'être humain, mais c'est toujours une intention. Par contre, dans l'autre position, qui serait la position de l'extatique, on est en réception, pas en intention. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est la distinction que je fais avec ce qui est proposé là. C'est-à-dire qu'on est en contemplation, c'est-à-dire que le regard ne va pas vers les choses, il reçoit l'essence des choses. Et dans cet état, dans l'état d'extase, en fait, c'est l'intime, l'essence des choses qui vient et qui me pénètre et qui me fait jubiler. C'est pourquoi dans l'état d'extase, on est en joie absolue, en jouissance absolue, en bonheur absolu. Parce que on est juste le réceptacle de l'essence divine de chaque chose. Chaque chose et en fait, ça peut être les particules élémentaires. On sait qu'elles nous traversent, ces particules élémentaires, qu'elles viennent du fond de l'univers et elles traversent tout, y compris nos corps. Donc, il est possible que ce soit ça, dans cet état-là, on est réceptacle de toutes ces particules divines qui nous traversent, et c'est pour ça qu'on exprime cet amour, qu'on est irrigué d'amour, en fait. En vertu de cette conception de la conscience comme rapport à l'objet, décrire des vécus de conscience, ce sera décrire les modalités de nos rapports aux objets, ou décrire ce que sont les objets pour nous, ce qu'est notre rapport au monde, ce qu'est le monde pour nous, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire les choses ainsi, que pour Husserl, il s'agit de dépasser l'opposition entre d'un côté un sujet qui veut connaître et de l'autre un monde connu, et d'essayer d'envisager la relation entre soi et le monde sous un autre prisme que celui de la connaissance logique? Alors, je serais d'accord avec la première partie de votre proposition. Les choses ne se distinguent pas entre sujet connaissant voilà. Et monde connu de l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que cette intentionnalité dont nous venons de parler, c'est-à-dire cette propriété pour nos vécus de se rapporter à des objets, d'être rapport à l'objet, la propriété de la conscience, d'être conscience de, a pour conséquence de faire sauter, en quelque sorte, la question et de dissoudre littéralement la question traditionnelle, si je puis dire, de l'accès à des objets. Mm-hmm. Il n'y a pas, en quelque sorte, moi d'un côté, ma conscience, et de l'autre, des objets qui seraient là et dont j'aurais à me demander comment je peux bien y accéder. D'une certaine manière, avoir conscience, c'est entrer en rapport, viser ces objets-là. En fait, je pense que... Husserl dit parfois que, finalement, cette conception de la conscience à partir de la notion d'intentionnalité, revient en fait à se débarrasser d'une conception de la conscience comme une boîte, dit-il, dans laquelle viendraient en quelque sorte tomber les objets. Avoir conscience de quelque chose, ce n'est pas remplir en quelque sorte un vide par un objet, ce n'est pas avoir un objet qui me tombe dans la tête. Avoir conscience de quelque chose, c'est me rapporter à quelque chose, c'est viser un objet sur un certain mode. Chaque mode différent de conscience est une manière différente d'envisager, de viser, de me rapporter à un objet. Donc on a une conception dynamique de la conscience comme appréhension et orientation vers l'objet. On va essayer de prendre des exemples pour bien comprendre ce dont il s'agit, Julien Farge. Et c'est normal que l'auditeur se sente un peu perdu parce que c'est très compliqué quand même ce qu'on est en train de dire et que ça demande beaucoup de médiation. Je vous propose qu'on en prenne un exemple que prend Husserl. Alors une seule fois dans sa vie, on ne va pas en faire un cas général, c'est vraiment un cas particulier. Dans une lettre à Hugo von Hofmannsthal du 12 janvier 1907, il prend l'exemple de l'artiste qui, dit-il,
observe le monde pour parvenir, à partir de celui-ci et pour ses fins propres d'artiste, à une connaissance de la nature et de l'homme, qui se comporte à l'égard du monde comme se comporte le phénoménologue. Donc, non pas en chercheur naturaliste et en psychologue qui procède par observation, non pas en observateur pratique de l'homme, comme s'il visait à s'informer sur la nature et sur l'homme, tandis qu'il le considère, le monde devient pour lui un phénomène, son existence lui est indifférente, tout comme elle est indifférente aux philosophes, et c'est exactement ce que semble dire l'artiste René Magritte. En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie. Aidez-nous à comprendre, Julien Farge, ce que souhaite Husserl, ce qu'il appelle de ses voeux lorsqu'il dit qu'il faut décrire le monde pour accéder aux choses elles-mêmes. Faut-il l'entendre comme une volonté d'employer la même méthode que la méthode artistique, par exemple, qui consiste à reproduire devant soi, sur une toile, ce que l'on a devant les yeux, comme une méthode, disons, poétique ou littéraire, qui consiste vraiment à décrire le monde, et dans ce cas, à quoi sert la philosophie si ce n'est que pure description? Est-ce que le geste philosophique serait redondant avec le geste artistique? Bon, c'est vrai que cette lettre à Hofmannsthal est intéressante parce qu'en fait, Husserl saisit l'occasion qui lui est donnée par le fait que son correspondant est un écrivain pour mettre en perspective la méthode qu'il est en train d'élaborer. On est en 1907, au moment où lui-même se donne les outils qui seront finalement ceux de la phénoménologie parvenue à sa maturité. Donc il écrit cette lettre au moment où il se donne ces outils et il profite de l'occasion qu'elle lui fournit donc pour faire une analogie ou pour proposer une analogie entre l'attitude esthétique et l'attitude philosophique. Conscient d'ailleurs des limites de cette analogie, il ne la développe pas beaucoup, mais disons qu'il la précise sur un point qui est tout à fait essentiel et qui peut être une manière pédagogique de comprendre ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, cet article de méthode fondamentale que Husserl nomme la réduction ou l'époquée. En réalité, ici, Husserl souligne que l'artiste, dans sa contemplation du monde, en quelque sorte, est désengagé du monde. Il le contemple d'autant mieux qu'il, en quelque sorte, s'en distancie. Il est indifférent, dit-il. Il est indifférent, exactement. C'est-à-dire qu'il s'est rendu, parce que c'est une attitude qui n'est pas naturelle, c'est par là qu'on avait commencé. Naturellement, nous sommes captivés. L'artiste se rend, en quelque sorte, indifférent à ce monde. Alors, se rendre indifférent, c'est très intéressant parce que en fait, c'est ça l'extase. À son plus haut degré d'indifférence, c'est il n'y a plus de jugement. Et à ce moment-là, on voit la chose en elle-même. On n'a plus d'appréhension particulière vis-à-vis d'un objet. Que voilà, si je vois un être humain en face de moi, si je peux le décrire, je peux ne pas être indifférent, c'est-à-dire juger la personne sur son apparence, sur son regard, sur son comportement, sur un jugement qui n'est pas une question de jugement de valeur. Mais tiens, il fait ça, tiens, ses yeux ont fait tel regard. Et enfin, toute cette subtilité qu'on voit, qu'on perçoit intimement quand on voit quelqu'un, notre instinct va tout de suite décoder tout un tas de trucs sans que ça passe au niveau de la conscience. On n'a pas besoin que ça passe au niveau de la conscience. On ressent tout de suite ce qui est en train de se passer, comment l'autre se comporte. Dans l'état d'extase, tout ça c'est aboli. Et donc l'époché, la réduction du sentiment, la réduction de l'état vis-à-vis des choses, vis-à-vis de la nature, réduire à zéro, ça serait pouvoir regarder les choses sans
aucun jugement. Et donc, à ce moment-là, pouvoir être pénétré complètement par la chose, même ne pas avoir d'intention envers cette chose-là. Et en fait, l'époché, pour moi, c'est l'extase. C'est pas. Alors, on peut peut-être faire une réduction tout en restant sans être dans l'extase, c'est-à-dire ne plus n'avoir aucune intentionnalité. À ce moment-là, on est dans une sorte de vérité. On voit les choses, peut-être comme un primate ou je sais pas quel est le niveau d'implication de l'esprit d'un primate ou d'un animal dans la nature. Quand il voit quelque chose, est-ce que il va se faire une image, justement, il va se faire une réflexion. Très certainement, parce que s'il voit d'autres primates qui arrivent, il est obligé de regarder s'il représente un danger, s'il représente une proie, qu'est-ce qu'il représente en fait. Et donc, ce vide d'intentionnalité, ça peut-être il n'y a que l'homme qui peut arriver à cette époché parfaite, et dans l'état d'extase. Voilà, c'est possible. Pour mieux le contempler, et Husserl, dans cette lettre, a l'air de dire que plus l'attitude est libérée de cette captivité du monde, plus elle est esthétiquement pure. Et bien, d'une certaine manière, il fait l'analogie, il fait le parallèle avec l'attitude philosophique qui doit, en quelque sorte, se donner, par une méthode particulière, les moyens de décrire le monde, c'est-à-dire en s'en dégageant, en rompant en quelque sorte cette appartenance, en suspendant cette participation qui est la nôtre, cette captivité qui est la nôtre dont je parlais tout à l'heure, par un geste méthodique que Husserl appelle suspension époquée. Vous faisiez tout à l'heure allusion à ce terme, qui est un terme grec que Husserl reprend à la tradition stoïcienne. Et en fait, voilà, donc c'est la suspension du jugement à ce moment-là, qui est proposée pour pouvoir atteindre la chose en soi. Et à ce moment-là, effectivement, on n'a plus du tout... C'est pour ça qu'il peut dire que la science ou que le monde tel qu'il nous est proposé, parce qu'en fait, on est bombardé d'événements. Les gens, voilà, si on écoute la télévision, là, par exemple, ils nous disent, voilà, il faut voir les choses de cette façon-là. Regardez le monde comme ça. Ça, c'est un camion et c'est pas autre chose que ça. La guerre, ça correspond à ça, ça, ça et ça. C'est pas autre chose que ça, etc. Et donc, on ne voit que le monde occidental ne nous montre que la surface des choses. C'est pour ça que quand il critique le monde occidental, la crise du monde occidental, en fait, c'est à mon sens, c'est cette façon que le monde occidental nous oblige, la façon dont le monde occidental nous oblige à voir les choses. Voilà, quand à la télévision, un type vient et dit pour réussir sa vie, il faut avoir une Rolex au poignet, il a imprégné quelque chose dans notre esprit. Et donc, on voit le monde sous un certain angle. Et donc, ce que nous envoient les valeurs, celles qu'on apprend à l'école, celles qu'on voit à la télévision, celles que notre famille nous donne, etc., toutes ce parasitage, en fait, nous empêche d'aller à l'essence des choses. Alors que dans les sociétés traditionnelles spirituelles, c'est autre chose qui est dite. Mais tout ça, ça a pas de... tout ça, c'est superficiel. Ton ego, le pouvoir, tout ça, c'est éphémère, ça tient pas, etc. Les valeurs qui sont données par le spirituel sont vraiment plus profondes en réalité. La seule chose, c'est que les valeurs matérialistes ont permis à l'Occident de construire le monde, de faire des buildings, des routes, des avions, des trucs, etc., etc. Mais il nous a éloignés de la chose en soi. Il nous a éloignés de l'essence des choses. Le spirituel est plus proche de l'essence des choses. Quand il dit,
Si Dieu veut, Inch'Allah, par exemple, on va faire ça, Inch'Allah, peut-être, si Dieu veut seulement. Donc, ça donne une vision du monde qui est complètement différente. Oui, je vais faire ça, mais seulement si Dieu le permet, parce que je peux mourir dans 1 heure et donc ça sera pas le cas. Les certitudes que j'ai de venir avec toi, elle n'est pas complètement sûre. Il manque quelque chose, etc. Et qui veut dire suspension du jugement. Il s'agit pour lui, en quelque sorte, pour se donner les moyens, en quelque sorte, de rendre compte de ce monde qui est à la fois ce qui est le plus proche de nous dans l'expérience courante et en même temps ce qui est le moins connu, puisque tout se passe pour nous sur fond de monde, en quelque sorte. C'est l'arrière-plan que nous n'apercevons jamais pour lui-même. Eh bien, pour se donner les moyens d'apercevoir l'arrière-plan pour lui-même, il faut en quelque sorte commencer par prendre de la distance ou suspendre ou se rendre indifférent à la question de son existence. Je en ne fait, donc pas ce mot. En fait, Husserl fait simplement reprend le travail que l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme, etc., préconisent. C'est-à-dire mettre à distance ce qu'on croit dur comme fer, ce qu'on imagine, etc. Quand on lit les soufis, le soufisme, on comprend qu'il parle de ça. Quand on lit le judaïsme dans sa profondeur, il montre que les valeurs ne sont pas du tout celles qu'on imagine, que c'est le divin qui est derrière tout ça, que que ce sur quoi on s'attache, c'est absurde et c'est pas ce sur quoi on devrait s'attacher. Le christianisme dit la même chose, le bouddhisme dit absolument la même chose, l'hindouisme dit la même chose. Donc en fait, c'est clair qu'il le fait sous la forme matérialiste, on va dire, sous la forme scientifique. Cette réduction, elle est pas... Il l'a laïcisé en fait. Cette réduction qui existe spirituellement en fait. Et Husserl, en tant que philosophe chercheur, eh bien, il l'a laïcisé pour pouvoir le travailler en profondeur. Monde comme si j'étais sophiste, je ne mets pas son existence en doute comme si j'étais sceptique, mais j'opère l'époquée phénoménologique qui m'interdit absolument tout jugement portant sur l'existence spatio-temporelle. Voilà. Alors, on va arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue, mais on reprend dans la foulée. Allez, à bientôt. Et bon, je vous répète, si vous pensez que c'est intéressant, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis. Alors, c'est mal exprimé, etc., mais il y a peut-être un peu d'intérêt à tout ce travail-là. Allez, à bientôt.